Bien, écoutez, merci à nouveau pour être présent pour cette seconde session du magistère qui avait commencé la semaine dernière. Alors, on va faire, Mathieu Andro va faire ce qui avait été annoncé, c'est-à-dire une reprise, et puis après, on va voir comment améliorer WordPress, et on fera peut-être, on fera certainement même un final sur comment utiliser un peu d'IA, voir très rapidement ça. On en reparlera peut-être dans le futur. Ce que l'on va faire aussi, qui est nouveau par rapport à la semaine dernière, c'est que à la fin de la session, aux alentours de 8h15, 8h20, on vous donnera la parole en audio. C'est-à-dire que avant, vous pouvez toujours poser, il y a toujours la possibilité de poser les questions par le chat, mais à la fin, on aura un temps de 10-15 minutes maximum pendant lequel vous pourrez poser oralement des questions à Mathieu Andro. Et au final, on expliquera ce qu'on souhaite faire. On a un peu réfléchi à ça dans la prochaine étape, celle-ci étant la deuxième. Voilà, donc il y aura peut-être, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent aller plus loin, une troisième étape dont on vous parlera aussi à la fin de la session. Voilà, je m'arrête là et je cède la parole à Mathieu Andro pour son magistère, l'intervention dans le cadre du magistère InnoReader WordPress. Eh bien, bonjour. J'espère déjà que vous avez passé une bonne semaine depuis la dernière fois. Et donc, je vous rappelle que vous avez accès au Google Doc, en fait, sur lequel j'ai mis voilà, un peu la structuration et puis un certain nombre de captures d'écran et de texte pour rappeler un petit peu tout ce qu'on fait. Ça peut être complémentaire aussi des vidéos qu'on mettra plus tard sur YouTube et qui vous permettront de revoir un petit peu tout ce qu'on a fait. Mais alors, la dernière fois, on avait fait vraiment le socle un peu minimum, c'est-à-dire depuis l'outil qui automatise la surveillance de nos sources jusqu'à la diffusion dans un site WordPress qui est assez basique pour le moment, en fait. Donc, je vais revenir un petit peu dessus quand même pour vous, pour vous rappeler comment fonctionne donc de manière très basique InnoReader. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait mis quelques petites sources en fait qu'on avait considérées comme des sources pertinentes. On avait juste mis un nom qui était web scraping sur Google News. Et puis, on avait mis un site. Là, on va rajouter d'autres quand même pour qu'on se rappelle un petit peu comment on trouve les flux RSS. Et puis après, on avait mis en masse, depuis un grand atlas de flux RSS, on avait chargé en masse plein de sources à filtrer. Alors, je ne sais plus ce qu'on avait mis. Je pense qu'on avait dû mettre la presse locale. Vous voyez, on pouvait comme ça charger des milliers de sources à la fois. Alors là aussi, moi j'ai des sources chez moi sur mon propre InnoReader, notamment sur la veille. Et donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va les charger. Mais voilà, en fait, on avait distingué du coup des sources pertinentes. Vraiment, il faut vraiment tout surveiller. Vous voyez, il n'y en a que 12. C'est des sources qui sont peu bavardes et très pertinentes. Et puis des sources vraiment très généralistes que là, on va filtrer avec des mots-clés on filtre avec des règles. Alors là, on avait pris le cas de la Première ministre, Elisabeth Borne. Et donc, on avait mis une règle qui disait si dans le compte, il y a marqué Elisabeth Borne ou Premier ministre ou Première ministre, alors rajoute l'étiquette Premier ministre. Et donc, on voit dans notre petit piège à contenu, en fait, on voit là dans la bibliothèque, vous voyez, en fait, il y a eu 2169 contenus qui avaient dans le titre ou le contenu d'ailleurs de l'article, 2169 fois quelque chose qui parlait du Premier ministre. Donc, on peut en mettre comme ça des règles, bien d'autres, bien évidemment, mais là, c'était vraiment pour la démo, on en a mis qu'une. Donc, dorénavant, en fait, ce qu'on va faire, c'est que pour récapituler un petit peu ce qu'on avait fait, en fait, on va quand même rajouter quelques sources. Alors, ces sources spécifiques que nous avions mis en surveillance, en fait, qui sont ici.
Nous avions également chargé en masse depuis un grand atlas de flux RSS, un grand volume en fait de sources. Comme ces sources, elles sont trop nombreuses pour qu'un humain puisse les lire, eh bien, nous avions créé une règle qui permettait en fait finalement de filtrer à chaque fois qu'il était question soit d'Elisabeth Borne, soit indiqué Premier ministre ou encore Première ministre avec des booléens. Et dans ce cas-là, ça mettait une étiquette, vous voyez ici, qui a récolté en une semaine 2171 résultats dans ce piège à contenu automatique. Donc, dorénavant, aussi ce que nous avions vu et qui était quand même assez intéressant, c'est que nous pouvions utiliser ce mot-clé-là, cette étiquette-là, en fait, c'est un tag, bon, ils appellent ça étiquette sur InnoReader, nous pouvions l'utiliser pour envoyer automatiquement des contenus vers WordPress. C'est-à-dire que, par exemple, là, voilà, je suis dans des articles. Imaginons cet article est intéressant. Il suffit que je fasse envoyer vers WordPress et il va partir dans à peu près 20 minutes sur le site web, le site web qui se trouve juste ici. Mince, c'est vrai que qui se trouve juste ici. Voilà. Si jamais je mets ce mot-clé envoyé vers WordPress, eh bien, quelques instants plus tard, il va être récupéré sous forme d'article ici. Donc là, on voit les articles qu'on avait sélectionnés la dernière fois et qu'on avait envoyés. Vous voyez, ils sont tous datés voilà, de la dernière fois. Donc, dorénavant, on va rajouter quelques sources, en fait, pour un petit peu quand même récapituler. Donc, on va récupérer cette source qui est sur le site de l'Association des professionnels documentalistes de l'éducation nationale. Alors, tout de suite, on voit que là, il y a le logo flux RSS, mais bon, c'est un petit peu trop facile. Donc, moi, ce que je vous propose de faire, et ça marche quand même assez souvent, c'est tout simplement d'afficher le code source de la page. Et là, si je fais un petit édition recherchée, je cherche le mot RSS, et ça marche plus souvent quand il n'y a pas notamment le mot-clé. Alors là, ceci dit, là, vous voyez, là, il s'agit, en fait, on voit d'un fichier PNG, mais on voit que le lien, en fait, pour le flux RSS, il est ici. Donc, je peux copier l'adresse et, du coup, l'ajouter. On va dire que cette fois, bah, vous l'aurez compris, c'est une source qu'on va classer peut-être dans les sources à lire, parce que ce n'est pas une source qu'on va filtrer. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses intéressantes et peut-être que ce n'est pas une source qui va publier énormément de contenu. Donc voilà, on en a rajouté une. On va en rajouter une autre. De la même manière, là, on est sur les documentalistes territoriaux. Et bah, là aussi, on voit le flux RSS. Donc voilà, donc là, je ne vais peut-être pas aller jusqu'à afficher le code source puisque je l'ai directement ici. Je copie l'adresse du lien et je l'ajoute ici. Donc là, tout de suite, on voit, il détecte, il recherche des flux, hop, il l'a détecté. Je clique dessus et je dis, ajoute-moi ça dans les sources à lire. Voilà. Alors, cela étant, voilà, on en a ajouté comme ça quelques-unes. Bien évidemment, on peut faire tout ce travail à la main, mais il vaut mieux travailler plus rapidement en fait en faisant des imports en masse. On l'avait fait comme ça pour toutes les sources de la presse, je crois, et d'autres qu'on avait déjà importées. Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est que vous voyez, par exemple, là, si jamais je regarde ce dossier, je peux après tout à fait le réexporter. Vous voyez, il y a un fichier qui s'appelle OPML ici. C'est un fichier XML. Si jamais je faisais enregistrer le lien sous, je pourrais avoir le fichier XML pour le réimporter. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec mes propres sources de veille que je vais du coup vous proposer. Je vais vous proposer ici. Alors regardez, je vais ici. Comme on l'avait fait la dernière fois, quand on avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, importé en masse les fichiers qui venaient de l'atlas des flux RSS, eh bien là, je vais de la même manière importer. Alors cette fois, ça va être dans des sources à lire, parce que c'est vraiment des sites qui concernent la veille que je vous propose. Donc on va aller chercher, je l'ai déjà téléchargé un petit peu en amont de la présentation. Je l'ai déjà un petit peu téléchargé. Alors attendez, je vais sur mon bureau. C'est mon PC personnel. Hop. Et comment ça s'appelle? Attendez, je vais faire modifier voilà, formation Cortex, non. Voilà, AEDEBD. Voilà. Donc, voici les sources de veille. Alors, tout à l'heure, quand on fera de l'intelligence artificielle, on travaillera sur les ARKI. Voilà. Pour ça, ne vous étonnez pas de voir ces fichiers. Donc, voilà mes sources de veille. Donc, que j'ai exportées tout à l'heure en XML. Et je vais donc les importer. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que ça permet quand même une collaboration assez facile au niveau du sourcing. Voilà le fichier qui est importé. Et donc, dorénavant, donc en fait, si je reviens
je vois dans mes sources à lire, il va y avoir un petit peu de délai certainement. Ah oui, non, pardon, ça a importé aussi le dossier. Bon, faudrait qu'après on refusionne. Mais voilà moi, un certain nombre de sources que je vous propose dans le domaine en fait, de la veille, notamment. En fait. Voilà, il y a pas mal de sources qui peuvent être intéressantes. Après, libre à chacun, finalement, d'en supprimer. Hein. Donc voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, bon voilà un petit peu pour récapituler ce qu'on pouvait faire dans WordPress. Eh bien, imaginons que voilà dans ces sources, si jamais je me dis tiens, il y a peut-être un article intéressant, je sais pas, voilà, bon, mettons celui-ci est intéressant. Si je fais envoyer vers WordPress, voilà, 20 minutes plus tard, à peu près, l'article sera automatiquement publié sur WordPress. Ce qui fait que, vous voyez, comme ça, quand on est en position de curation, hein, vraiment de la veille quotidienne, hein, on fait passer tous les trucs, veille sur les réseaux sociaux et droit d'auteur. Oui, ça veut dire ça, c'est un article que j'ai lu, qui n'est pas inintéressant, qui est assez complet. Hein. Donc, on l'envoie. Et puis, quand on a fini, on pense bien à faire marquer tout comme lu, hein, notamment si on est plusieurs sur le même espace InnoReader, pour éviter que chacun refasse la même curation. Et puis, même soi-même, si on a des petits problèmes de mémoire, ce qui est un petit peu mon cas, ça nous évite de repasser en revue des articles qu'on a déjà lus, en fait, hein, de relire plusieurs fois les mêmes articles. Donc, voilà un petit peu pour récapituler un petit peu tout ce qu'on avait fait sur InnoReader. Mais voilà, sur InnoReader, c'est à peu près tout. On va voilà, comme ça faire le sourcing vraiment en faisant la distinction des sources qu'on surveille intégralement et des sources qu'on va filtrer avec des règles, hein, comme on l'a vu ici. On peut aussi quand même, si ça c'est peut-être intéressant, se dire que, imaginons par exemple que on veuille, je ne sais pas, qu'on veuille par exemple créer quelque chose d'un peu automatique, parce que là pour le moment, vous voyez, on fait de la curation humaine, c'est-à-dire qu'on envoie des contenus un peu à la main, c'est-à-dire que je dis tiens, ce contenu, je veux l'envoyer sur WordPress. Moi, je trouve que ça pourrait être intéressant, par exemple, de créer une règle avec un autre type de contenu. Mais donc, en gros, ce qu'on pourrait faire, bon, imaginons que Premier ministre, ce soit, voilà, c'est celui qu'on avait fait la dernière fois, je peux tout à fait obtenir le flux RSS de ça. Tout peut avoir un flux RSS de sortie, en fait. Hein. Donc là, voilà le flux RSS de sortie de tous ceux, mais ils sont très nombreux, hein, qui ont les mots-clés qui vont bien. Mais on pourrait tout à fait aussi se dire, bah, tiens, ce dossier, je peux republier automatiquement tout ce qui est dedans, en fait. Hein. Imaginons, par exemple, qu'il y a un site, vous voulez carrément le synchroniser avec votre WordPress, c'est tout à fait possible de se dire, bah, tiens, tout ce qui est dans ce dossier, je le republie. Par exemple, voilà les sources à lire. Je peux aussi obtenir son flux RSS qui est ici. Et donc, ce flux RSS, il est tout à fait possible après de le republier automatiquement sur WordPress. Alors, je vais sur WordPress pour vous remontrer un petit peu tout ça. Vous voyez ce qu'on avait fait. On avait déjà vraiment un début de site, hein, quand même. Hein. On avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait mis des menus, on avait créé des catégories, puis surtout, on avait mis en place un plugin qui permet en fait de récupérer ces flux RSS de sortie. Donc, je retourne sur ce plugin donc, qui s'appelle Feedsy. Et vous voyez, si jamais, par exemple, je dis, eh bien, je vais créer, par exemple, un nouvel import. Eh bien là, il est tout à fait possible, vous voyez, ce flux RSS que j'ai copié-collé, en fait, hein, de lui dire qu'il va les reprendre automatiquement cette fois. Parce que, oui, alors par exemple, c'était, je ne sais pas, source, on peut appeler ça, je ne sais pas, les sources à republier automatiquement. Donc là, il y a vraiment plus rien à faire. C'est-à-dire que, vous voyez, la dernière fois, c'était des contenus qu'on cochait en mettant le mot-clé « envoyer vers WordPress ». Cette fois-ci, je pars en vacances pendant 2 mois. Tous les contenus qui sont dans le dossier dont je viens de copier le flux RSS de sortie vont se republier tous automatiquement. Donc là, je vais lui dire de prendre les 10 derniers, mais je pourrais très bien lui dire de prendre les 50 derniers, bien évidemment. Et là, je vais lui dire dans quel endroit on les publie. Alors, on va le publier dans Salon. Hein. Je fais vraiment n'importe quoi, hein. Ça n'a absolument aucun sens. Hein. Mais voilà, c'est pour vraiment vous montrer ce qu'on peut faire. Et on peut ici choisir si on les publie en brouillon, parce qu'il serait tout à fait possible d'envoyer les contenus dans WordPress au format brouillon pour pouvoir les revoir avant.
Là, on va les publier en direct pour vraiment quelque chose de totalement automatique. Et si je fais enregistrer, voilà. Et je peux carrément, là ici, vous voyez, si je lance le contenu, donc tous les contenus qui étaient dans ce flux RSS de sortie, ils vont se republier directement. Alors, j'ai dû mettre ça dans Salon, je crois. Hein. Regardez, vous voyez, tous ces contenus sont là. C'était les contenus qui étaient, je crois, dans Source dans Source à lire. Voilà. Donc, ça fait que du coup, on peut comme ça décider de mettre des sources, mais alors là, c'est quand même à prendre avec des pincettes, hein, mais des sources bien spécifiques, on peut comme ça les republier automatiquement. Et c'est vrai qu'alors, on va voir qu'on reste quand même tributaire des choix des éditeurs. C'est-à-dire que certains éditeurs, et là, vous voyez, il n'y en a qu'un qui décide de rendre accessible dans son flux RSS l'image. Dans les autres cas, il n'y en a pas. Et donc, je vais vous montrer aussi des plugins, par exemple, qui permettent d'automatiser les images. C'est vrai qu'on peut commencer, tiens, d'ailleurs, par un de ces plugins. Alors, je balaye, en fait, parce que je ne les connais pas tous par cœur, hein, les noms de mes plugins. Et donc, je balaye un petit peu le document. Vous voyez, ça, c'était ce qu'on avait vu tout à l'heure sur InnoReader, la curation, tout ça on l'a vu, l'installation du WordPress, on l'a vu aussi. Et voilà, donc on en est là. Donc on va pouvoir comme ça, par exemple, effectivement, installer un plugin qui permet d'envoyer des images automatiquement. Alors vous voyez, il s'appelle Quick Featured Images. Bon, j'ai oublié le S, mais c'est pas grave. Donc je vais du coup installer un nouveau plugin. Hein. Donc, je retourne sur mon tableau de bord. Donc je suis dans l'admin. Hein. Une fois que je suis là, ça s'appelle les extensions, en fait, hein, ces plugins. Donc, je vais faire ajouter, pour ajouter une nouvelle extension. Et c'est très, très facile comme ça d'ajouter en fait des fonctionnalités. Donc là, j'ai un besoin, en fait, c'est que je me rends compte que je n'ai pas d'image. Et ben, je vais pouvoir, du coup, vous voyez, ce plugin qui est… Alors, vous voyez, en fait, il faut regarder un petit peu quand même. Hein. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont installé? Est-ce que c'est compatible avec ma version de WordPress? C'est quand la dernière mise à jour? Là, vous voyez, c'est 4 mois. Celui-là, il est 3 jours. Peut-être que celui-là, d'ailleurs, ça se trouve, ce plugin est peut-être mieux. Vous voyez, ils ont une bonne note aussi. Il faut regarder un petit peu tout ça. Hein. Voilà, faut faire un peu son marché. Alors, c'est vraiment sympa parce que là, ce sont quand même, il faut imaginer, des développeurs qui vous laissent bénéficier gratuitement de fonctionnalités qu'ils ont développées. Donc, j'installe mon plugin et c'est très, très simple. Hein. On est vraiment dans du no-code. Hein. C'est-à-dire que là, pas besoin de savoir développer pour finalement, quelque part, développer quand même. Donc, j'active le plugin. Et vous voyez, dès que j'active le plugin, on va voir dans mon menu, hop, j'ai un nouveau, vous voyez, j'ai un nouveau sous-menu qui vient de s'ajouter. Et donc là, maintenant, j'accède à un truc qui me permet de mettre des images par défaut. Donc, je ne sais pas si je vais jusqu'au bout de la démo. Et dorénavant, je peux très bien dire que cette image, donc que je vais uploader quand même dans, en fait, dans notre médiathèque. Hein, voilà. On va du coup avoir une image de chien assez sympa. Et donc, si je sélectionne cette image, je peux très bien lui dire que à chaque fois que c'est la catégorie salon, par exemple, il faudra que par défaut, il mette cette image. Vous voyez, il ne faut pas le faire à la main, ça, en fait. Parce que vous imaginez le temps de travail, si on met à chaque fois l'image voilà, de la catégorie qui illustre, quand il n'y a pas d'image, hein, que l'éditeur ne laisse pas prendre son image, il faut bien évidemment pas faire ça à la main. Donc, j'enregistre les modifications. Et ça, vous voyez, moi, par exemple, sur mon site professionnel, j'en ai des règles comme ça, mais je ne sais pas, j'en ai peut-être 300. J'ai le logo de chaque institution, par exemple. Voilà, par exemple, le défenseur des droits, il a son logo, la CNIL a son logo, etc., etc. Donc, du coup, ça permet de ne pas avoir à le faire à la main. Et alors, ça ne va pas être rétroactif, hein, cette règle, ça va être sur tous les nouveaux qui vont arriver. Mais si jamais, bon, voilà, je vais voir les articles. Vous voyez, donc ce n'est pas rétroactif, mais je peux très bien faire ça en masse, faire des modifications. Vous voyez, je vois tous mes articles qui ont été déjà récupérés, hein, ils apparaissent aussi comme ça, là en mode admin en tout cas. Hein. Je peux très bien les modifier en masse
Et voilà, par exemple, là, vous voyez, je peux très bien dire, bah, tiens, mets-moi cette image. Vous voyez, on peut aussi faire ça comme ça. Mets-moi cette image. Alors après, la médiathèque, au fur et à mesure qu'on va récupérer des contenus, elle va s'enrichir, hein. À la fin, on va avoir une médiathèque très, très puissante. Vous voyez, donc ça, vous voyez, c'est très, très rapide, comme ça, de modifier en masse des contenus. Et puis, vous voyez, la médiathèque, elle est là aussi, en fait, hein. Donc, il est tout à fait possible de rajouter des images à partir d'ici aussi. Et voilà comme ça une première fonctionnalité qui permet de s'éviter d'avoir à charger à la main chaque image d'illustration. Parce que c'est vrai que franchement, moi je trouve que c'est quand même plus sympa en général sur les articles, vous voyez, d'avoir une petite image d'illustration en fait. Mais donc on va pouvoir l'automatiser. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux vous montrer encore dans ces fonctionnalités? S'il y a peut-être un truc quand même qui est assez essentiel, c'est là le bandeau, ça peut être quand même sympa de personnaliser un peu ça. Vous voyez, là, il y a un petit truc pour personnaliser. Et bon, ça, c'est des trucs qu'on n'y touche qu'une fois, hein. Mais vous voyez, c'est sur l'identité du site. Eh bien, voilà, on va l'appeler le site de veille de VEPT. Bon, on fera ça mieux, on mettra en truc. Voilà, on pourrait dire, je sais pas, un site collaboratif. C'est n'importe quoi, mais voilà, collaborative. Vous voyez, du coup, ça, on voit en temps réel un petit peu ce que ça donne, toutes les modifications qu'on fait. Alors, on peut même mettre une icône, c'est bien utile, mais vous voyez, il y aura une petite icône, comme ça se fait sur beaucoup de sites, c'est très facile de le faire, mais bon, on va pas le faire. Voilà. Donc, vous voyez, déjà, on a un petit peu amélioré le site. Après, bien évidemment, on peut changer les couleurs et tout ça, mais voilà. Petit à petit, comme ça, on construit un petit peu le site. Je voudrais aussi vous montrer peut-être quelques widgets. Alors, on parle de widgets, c'est un peu du vocabulaire WordPress. Ce sont ces petites boîtes, en fait, hein, qu'on va pouvoir ajouter, supprimer. Et c'est vrai qu'alors, vous voyez, elles apparaissent ici, hein, sous le nom de widgets. Donc, moi, je me dis, on peut déjà commencer un petit peu à y toucher. Alors là, bon, au début, hein, il y a des petits tutoriels hein, voilà. Alors, je peux le faire en prévisualisation en direct, mais là, vous voyez, en fait, c'est la zone de colonne latérale, hein. Il y a parfois d'autres zones. Vous voyez, il y a une zone d'accueil. Il peut y avoir aussi des zones en bas de page. Vous voyez, les pieds. En fait, c'est des zones en bas de page. C'est souvent des zones sur lesquelles on va mettre des à propos, des choses comme ça. On peut aussi y mettre des widgets, mais là, nous, c'est la zone latérale du côté droit. Donc, par défaut, vous voyez, il nous a mis voilà, un certain nombre de widgets, hein. Mais on va pouvoir en ajouter avec le petit plus. Donc là, par exemple, on peut rajouter un texte hein, si on veut. Par exemple, on pourrait mettre rechercher dans le corpus de veille. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est quand même pas mal de pouvoir capitaliser nos veilles. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire convenablement avec des newsletters, hein. Là, déjà, c'est un grand plus quand même en termes de fonctionnalité. Les articles récents, est-ce bien utile d'avoir ça? Moi, j'en suis pas vraiment convaincu. Mais voilà, on pourrait tout à fait enlever, voilà, retirer ça. Ça aussi, on pourrait le retirer. Voilà, les derniers articles. Les commentaires récents, oui, ça peut être sympa de le laisser. Les archives, pourquoi pas. Les catégories aussi. Mais alors après, voilà, il est très facile de rajouter des widgets. Et on dispose pour ça d'une grosse quantité de possibilités. Voilà, là, j'enregistre déjà comme ça un petit peu. Et après, on peut voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, on a un petit peu épuré tout ça. Si je retourne du coup sur le tableau de bord, qui est intéressant aussi, bon, ça c'est je vais peut-être pas vous le montrer celui-là parce que c'est pas un plugin qui est très très avancé, mais c'est un plugin qui permet en fait de retrouver quand on a mis en fait des mots-clés, on va pouvoir comme ça automatiser voilà le fait que les nouveaux contenus vont avoir de nouveaux mots-clés à partir de ce qu'on a déjà mis. Donc, ça peut être assez pratique, mais pour le moment, c'est pas un plugin voilà, très performant en réalité. Mais c'est vrai que, par exemple, vous voyez, dans nos articles, on va avoir comme ça des étiquettes.
Alors là, pour le moment, c'est vide, mais ça va être plutôt, au lieu d'avoir des catégories, en fait, là, ça va plutôt être des tags, en fait. Hein, donc, on pourrait avoir, je sais pas, intelligence artificielle. Alors, c'est pas très cohérent de le faire à partir d'ici. Hein, donc, on peut en ajouter comme ça plein. On peut même ajouter des choses en masse. Je sais pas, je vais en mettre un deuxième quand même. Voilà, on pourrait faire ça comme ça. Après, on va le faire en général plutôt directement à partir des articles. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis sur le site, je me dis, tiens, cet article, ça c'est marrant, on est sur des trucs de meurtre, c'est quand même rigolo. Sur cet article, quand je suis en mode modification, donc là, je vais pouvoir, bien évidemment, ajouter des étiquettes. Hein. Si je dis, bon, on va peut-être pas mettre morte parce que c'est pas très rigolo. On va dire que là, on est en bord de mer, on dirait. Je vais pouvoir ajouter, j'en sais rien, préfet. J'ai l'impression que je vois un préfet derrière. On va rajouter préfet. Vous voyez, tiens, je vois que on parle de l'armée. On va mettre armée, etc., etc. Vous voyez, donc là, ce que j'ai fait tout à l'heure en rajoutant à la main des tags, là, je le fais directement depuis l'article. Et c'est vrai que ça peut être pratique quand même de structurer un petit peu quand même les contenus avec des tags. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très libre. Là, on est vraiment sur du tag libre. Il n'y a rien à voir avec ces classifications, les catégories là qui nous ont servi vraiment à proposer un menu, comme on l'avait vu la dernière fois, hein, le menu qui est très, très structurant en fait. Hein. C'est vraiment une autre logique. Alors, il y a donc cette fonctionnalité qui permet d'automatiser les images qu'on a vues tout à l'heure. Alors, il y a les newsletters, parce que c'est vrai que j'ai pas mal critiqué les newsletters. Cela étant, c'est quand même bien évidemment possible ici d'envoyer des newsletters. Et c'est complémentaire. Et c'est vrai que d'expérience, moi j'observe que en réalité, le jour où la newsletter est envoyée, on a un trafic web plus important. Donc, pour ça, bah, je vais de nouveau aller dans mes extensions. Je vais ajouter cette extension de newsletter. En fait, elle a un nom assez classique. Hein. Il y en a plein, hein. Par contre, ceci dit, des newsletters. D'ailleurs, il y en a peut-être des meilleurs. Hein, voilà, donc là, ils cherchent toutes ces newsletters. Alors, vous voyez, je pense que c'est celle-ci. Et vous voyez, en fait, il y a un large choix, là aussi, hein, de newsletters qui peuvent être utilisés. Donc, je vais installer celle-ci. Vous voyez, donc là encore, merci aux développeurs hein, de nous laisser comme ça bénéficier de leur travail de code. Hein. Alors, certains plugins ne sont pas gratuits. Hein. Il y a une économie aussi derrière. Hein. Donc, voilà, je l'active. Et vous voyez, au moment où je l'active, on va voir apparaître, vous voyez, un nouveau menu. En fait, hein. Donc, le développeur a bien fait son boulot. Il y a ce menu. Et donc, là, par exemple, imaginons que je veuille créer une newsletter. Vous voyez, c'est très simple. Hein. Je vais pouvoir, bien évidemment, avoir des abonnés hein, à cette newsletter. On va pouvoir même… ah bah tiens, forcément, pour le moment, il n'y a qu'un compte hein, sur le site. Hein, on va pouvoir en créer. Mais vous voyez, je vais pouvoir créer des abonnés en mettant leur mail. Je peux uploader, bien évidemment, aussi des listes d'abonnés. Hein, voilà, je vais pouvoir importer. Vous voyez, par exemple, si jamais j'ai un fichier avec plein d'adresses mail, je vais pouvoir les importer ici. C'est très, très facile. Et puis, pour vous montrer quand même, parce que le côté le plus plaisant, je pense que c'est la création d'une newsletter, bah, je fais une nouvelle newsletter. Et genre, je vais pouvoir choisir plein de thèmes. Hein. Il y en a plein, plein, plein. Moi, j'aime bien les trucs un peu classiques. J'aime bien Vimeo. Et moi, c'est souvent celui-là que j'utilise. Je vais faire un peu comme à la maison. Et vous voyez, déjà, il me montre un petit peu à quoi ça va ressembler, vous voyez. Alors là, il n'y a pas les images, hein, parce que le truc automatique n'était pas encore opérationnel, hein, mais j'aurais pu les rajouter. Mais vous voyez, si jamais, par exemple, je lui dis, affiche-moi que les deux derniers, alors je rafraîchis l'aperçu, et il n'y en a plus que deux. Donc là, bon, on va dire, allez, affiche-moi une newsletter, je pense qu'il faut quand même pas que ça dépasse 12, sinon ça devient pénible. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que je peux lui dire quelles sont les catégories qu'il faut inclure. Donc là, si je fais ça, normalement, j'ai plus rien. Ah si, j'en ai, parce qu'il y en a qui sont dans renseignements humains, oui. Je ne me rappelais plus lesquels on avait mis dans quoi. Mais vous voyez, donc c'est assez pratique comme ça de pouvoir se dire, tiens, voici les catégories que je choisis pour ma newsletter. Donc là, vous voyez, c'est quand même assez souple.
On peut bien sûr mettre des choses dans l'entête. Hein. Bon, après, là, je chipote un peu. Il ne faut pas que je prenne quand même trop de temps pour pouvoir vous montrer la suite. Mais là, on pourrait dire une veille portée par machin, tac, tac, tac. Là, si je rafraîchis l'aperçu, ça devrait s'afficher. Une veille portée par machin. Truc. Si vous en avez marre, cliquez ici. C'est pour ceux qui veulent être... Hein. Bon, là, c'est un peu, on ne parlerait pas comme ça, bien évidemment. Et ensuite, on passe à la suite. On va vers l'édition. Et là, on peut encore rajouter même un petit, si on veut, on peut rajouter un petit, vous voyez, on est comme ça dans un tableau, hein. C'est tout simplement un tableau. Donc, je peux très bien rajouter une colonne avant et puis je fais un petit édito, quoi. Je dis cette semaine, parce que c'est bien, moi, je pense quand même, les newsletters, bon, moi, je trouve ça un peu pénible personnellement. Je me dis c'est comme sympa de mettre de parler un peu aux personnes à qui on envoie quelque chose. Et puis moi j'aime bien comme ça dire un peu ce qu'on a fait dans la semaine, de nouveau, comment les projets ont avancé. Je me dis c'est l'occasion de dire bah tiens, ou même des actualités, j'en sais rien, de mettre en avant quelque chose. Donc on met un petit édito. Je trouve que c'est toujours sympa de faire ça. Hop. Et puis après, la newsletter, elle va s'envoyer en fait. Hein. Tout simplement. Donc là, pour le moment, nous, on n'a pas encore de liste parce qu'on les a pas créés, mais je vais pouvoir expédier. Là, il n'y a qu'une personne qui va le recevoir, c'est Benoît. Mais vous voyez, en fait, et je peux aussi programmer, en fait. Et on peut aussi automatiser, en fait, hein, l'envoi des newsletters, c'est-à-dire envoyer toutes les semaines automatiquement tous les nouveaux contenus qui sont dans telle catégorie, par exemple. Donc voilà, c'est la newsletter. Ça reste possible. C'est une fonctionnalité qui est assez sympa. Alors après, il y a des fonctionnalités collaboratives. Alors, c'est pas forcément très joli, mais on va quand même installer le plugin parce que, en tout cas, j'en ai pas trouvé de meilleur pour le moment. Ce plugin, c'est un plugin qui permet à l'utilisateur d'envoyer du contenu. Voilà, il est là. Alors, il n'est pas hyper utilisé. Vous voyez, on n'est qu'à 20 000. Hein. Il y a d'autres trucs qui sont à 200 000. Celui-là, il y a pas mal aussi de plugins. Je l'utilise aussi pour d'autres sites. Mais voilà, donc je l'installe. Alors, lui, il est un petit peu moins ergonomique hein, quand même. Hein. J'avoue, ce plugin. Ah tiens, impossible. Non, ça c'est rien. Voilà. Donc là, en fait, vous voyez, là, on a la liste de tous les plugins que j'ai installés depuis le début. Hein. D'office, il m'avait mis un truc anti-spam que j'ai pas encore activé, mais en gros, ça peut être pratique quand on a vraiment beaucoup de commentaires hein, sur un site qui est public, de pouvoir notamment, grâce à un vocabulaire en fait d'adresses IP, il y a des listes d'adresses IP, il y a des listes de mots-clés aussi, et donc tous vos contenus en fait ils sont filtrés et donc ça empêche les spams de venir pourrir en fait votre site. Et là, on retrouve tous les plugins qu'on a installés. Hein, ça, c'est le cœur du réacteur, hein, celui qui récupère les flux RSS de sortie d'InnoReader ou d'ailleurs. Ça, c'est un petit plugin qui sert strictement à rien, mais il est sympa. Et puis, voilà notre plugin qu'on vient d'installer qui s'appelle Message soumis par l'utilisateur. On retrouve Newsletter et Quick pour envoyer des images automatiquement. Donc, on peut bien sûr désactiver et désinstaller hein, à chaque fois nos plugins. Donc là, celui-ci, il n'est pas hyper facile, en fait, hein, parce que vous voyez, en fait, il va falloir, dans une page web, rentrer ce petit code-là. En fait, il nous explique, vous voyez, c'est pas hyper intuitif quand même, hein, faut reconnaître. Faut reconnaître que là, faut un petit peu bidouiller. Mais là, normalement, ce code-là, si je le rentre, alors j'avoue que moi, ça fait longtemps que je n'ai pas paramétré, donc j'espère que ça va bien marcher. Donc, si je rentre dans une page, là, on va mettre soumettre un article, on va l'appeler cette page. Oula. Heureusement qu'il y a un truc qui corrige l'orthographe. Donc là, alors j'espère que ça va marcher. Parce que là, c'est vrai que celui-là, je ne l'ai pas paramétré tous les jours. Si on regarde cette page, ah bah voilà.
si ça a marché. Donc, vous voyez cette page maintenant que je viens de créer quand même en 2 temps, 3 mouvements, hein, finalement. Après, je pourrais très bien, sur le côté droit, mettre un lien vers cette page pour dire, désormais, un internaute, alors un internaute, dans votre cas, un destinataire de votre veille, peut tout à fait lui-même ajouter un article sur le site. Donc là, on peut vraiment rendre tout le monde acteur de la veille. Ça peut être très utile, notamment pour du renseignement humain, par exemple. Et puis, ça peut être très utile de se dire, tout le monde, finalement, fait de la veille ou est en contact avec de l'information. Et de sortir un petit peu du côté un peu vertical de la cellule de veille, qui est un émetteur d'informations et qui envoie activement à un récepteur passif qui n'a pas trop de possibilités d'interagir. Là, en faisant ça, on est vraiment sur une veille qu'on appelle collaborative. Techniquement, vous voyez, c'est assez simple. Là, la personne va pouvoir, du coup, elle aussi, mettre un article. Et donc là, si jamais, je sais pas, hein, on peut le faire. Hein. Si jamais, je sais pas, il va mettre une URL, je sais pas, on peut rendre obligatoire un certain champ. C'est vrai que là, j'ai rien paramétré. Hein. Alors, il y a une question anti-spam qui peut être plus compliquée que 1 plus 1 égale. Hein. On peut poser des questions, notamment métier. Moi, vous voyez, par exemple, moi, je sais que dans mon village, je demande quel est le code postal. Vous voyez, des trucs comme ça. Voilà. Bon là, on peut aussi. Bon là, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de catégories encore. Et puis là, en fait, la personne va pouvoir mettre son contenu et soumettre le message. Ah oui, j'ai oublié de remplir un champ obligatoire. C'est certainement qu'en fait, il faut mettre un mail, c'est ça? Bon, voilà. Bon, je ne vais pas plus loin dans ce plugin. Mais vous voyez, du coup, c'est très facile avec cette technologie-là, quand même, de donner la possibilité à un destinataire de la veille de mettre du contenu. Je balaye un peu vite parce que là, je vois quand même que le temps passe. Donc, on a vu les newsletters, on a vu quelques fonctionnalités collaboratives. Alors, on peut envoyer des contenus par mail. Alors, moi, j'utilise ça pour une collègue qui est malvoyante, notamment. On peut aussi, ça je vais peut-être pas vous l'installer, mais afficher après la liste des auteurs. Quand on est plusieurs, nous par exemple on est une trentaine de veilleurs différents à avoir un compte et à mettre du contenu sur la plateforme. Donc ça, on peut mettre ce plugin-là. On peut mettre un plugin d'agenda. Moi, je trouve qu'il est quand même assez sympa. Donc quand même, je vais vous le montrer celui-là rapidement, parce que de toute façon, après, je crois je vous aurai quand même à peu près montré l'essentiel. Voilà, si je reviens sur le tableau de bord, je vais quand même ajouter aussi cette extension-là. En plus, comme ça permet… mais il faut que je fasse plutôt extension ajouter. Ouais. Voilà, j'ajoute une extension. Je recherche dans le catalogue des extensions un petit calendrier. Voilà, bon, je l'installe. Et c'est vrai que du coup, dès l'instant où il sera installé, je vais pouvoir ajouter un autre type de post que des pages statiques ou que des articles datés, en fait. Je vais pouvoir ajouter aussi des événements. Donc, très, très pratique, notamment pour une veille événementielle, en fait. Hein. Voilà, on va passer le truc parce que là, ils veulent qu'on leur dise du bien. Voilà, il y a un petit guide de démarrage. Voilà, tout ça est très sympa. Mais alors après, vous voyez, en fait, on a des catégories d'événements. Vous voyez, ça, on n'avait pas ce genre de petits trucs. Et puis là, vous voyez, je vois apparaître ça et donc je peux ajouter un événement. Et dire, par exemple, réunion du réseau, tac. Et puis là, je peux mettre une heure, une date. Alors, tout ça est compatible, bien sûr, avec les agendas Outlook. Hein, c'est téléchargeable. Je peux dire que la réunion, elle commence à 10 heures. Sinon, à 17 heures, elle est un petit peu longue. On peut donner un lieu et tout ça. Et hop, je publie. Et après, dans un petit widget sur le côté, je vais pouvoir, du coup, afficher ce petit agenda, en fait. Hein. Là, comme ça, je vais pouvoir l'ajouter ici, par exemple. Donc, voilà. Après, alors… Bien évidemment, on peut mettre de la sécurité, hein, il existe plein de trucs. Alors, il y a des forums, là, voilà, j'ai oublié de vous en parler, mais on peut mettre des forums, hein, bien évidemment, ça existe. Et puis, on peut restreindre, si par exemple, alors c'est vrai que souvent, l'éveil, il peut y avoir des questions de confidentialité. Moi, j'avoue, c'est malheureusement mon cas. Du coup, j'ai mis aussi en place ce petit plugin donc, que je vais vous installer là. Hop. Rechercher des extensions. Voilà.
Et donc là, en gros, on va pouvoir comme ça restreindre l'accès au site, alors avec des adresses IP ou avec du login et mot de passe. On va pouvoir faire tout ce qu'on veut. Donc, je l'active. Et alors, là maintenant, le fait que je l'ai activé, on va voir dans les réglages, par exemple, de lecture. Voilà, dans ces réglages de lecture, on dit par exemple que là, on affiche les 10 derniers articles. Tout ça est paramétrable. Je peux décider d'en afficher que 8. Là aussi, le flux RSS est paramétrable, parce que nous-mêmes, on émet un flux RSS. Mais là, ici, je pourrais rajouter des adresses IP de personnes qui n'ont pas accès, en fait. Donc, si vous avez des plages d'adresses IP, je sais pas, 105 points machin, vous allez pouvoir dire tous ceux qui ont accès seulement, en fait. Donc, alors, moi, par exemple, dans une institution comme la mienne, là, j'en ai des adresses IP, je sais pas, j'en ai peut-être 10 000, en fait. Mais souvent, c'est des plages d'adresses IP. Donc là, ça permet comme ça de faire un intranet, finalement. Parce qu'en lecture, du coup, tout le monde a accès sans avoir besoin de login. Tout le monde a accès avec sa simple adresse IP, donc tout le monde a accès en lecture. Mais après, ceux qui voudraient avoir accès en déplacement, par exemple, eh bien, ils vont utiliser leur compte. Et vous voyez, leur compte sur WordPress, ça c'est quelque chose de tout à fait natif sur WordPress, eh bien, je peux facilement ajouter un compte. En fait, vous voyez, un compte, il y a besoin d'un email, d'un prénom, d'un nom. Vous voyez, c'est hyper sécurisé quand même au niveau du mot de passe, parce que là, franchement, des mots de passe comme ça, c'est difficile de l'apprendre par cœur. Et puis, la personne reçoit un mail, et puis il y a un système, bien évidemment, comme sur tous les sites, pour retrouver son mot de passe quand on l'a oublié. Donc voilà, voilà un petit peu pour… alors, le nerf de la guerre quand même, c'est… Mais là aussi, je vais peut-être pas vous le montrer de manière très détaillée, mais parce que je vois bien quand même que l'heure tourne. Mais c'est très important d'utiliser ce type de plugin qui permet… Alors, Matomo, en fait, depuis que Google Analytics a été un petit peu attaqué par la CNIL, donc c'est vrai que Matomo, ils ont vraiment le vent en poupe. Et donc ça, c'est un plugin qui permet en fait de connaître les statistiques de consultation de manière très très fine de votre site. Vous saurez que telle catégorie a généré tant de visites dans tel pays, etc., etc. Donc je l'installe. Peut-être un petit peu plus loin installé. Mais ça, c'est vrai que c'est vraiment indispensable. Je pense que pour l'éveil, on ne peut pas continuer à envoyer des bouteilles à la mer sans savoir quelle consommation est faite de notre veille. Ça, c'est vraiment quelque chose… voilà. Donc, on va pouvoir activer le suivi dès maintenant. Et on va pouvoir, comme ça, voir un petit peu… quand on ira voir le rapport, alors là, il est trop tôt, parce que là, il faut… Là, en fait, dès l'instant où on a installé le plugin, en fait, les logs vont s'afficher et on verra même en temps réel. On aura accès en temps réel et on saura tout quasiment, parce qu'à partir des adresses IP, on saura que il y a tant de personnes qui ont été visitées, telle page, tel article, telle catégorie. Et puis on aura la dynamique dans le temps. Vous voyez, on pourra voir par jour, par mois, par année. On aura des courbes comme ça qui évolueront. Là, on vient de le lancer, donc là pour le moment on reste à 0. Mais assez rapidement, en fait, on pourra avoir accès comme ça à toutes les statistiques. On verra même par pays, si on est sur quelque chose d'international notamment. On aura toutes les statistiques. Donc ça, c'est vraiment indispensable d'avoir un plugin pour suivre. Et honnêtement, Matomo, je pense que là, pour le coup, il n'y a pas trop de réflexion à avoir sur le plugin à utiliser pour faire ça. En fait, c'est vraiment Matomo qui est recommandé, je pense. En tout cas, en France. En plus, c'est français. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Voilà. Après, voilà, il y a ces petits widgets qui permettent, voilà, vous voyez, on avait déjà installé Rechercher, il était déjà mis d'office au moment de l'installation. Proposer un article, on l'a mis. Les tags, s'abonner. Alors oui, on peut aussi proposer un plugin qui permet de s'abonner. Alors malheureusement, il n'est pas super bien traduit en français. Mais voilà, il y a un plugin. Alors j'ai dû le mettre un peu plus haut, en fait, qui s'appelle Subscribe to Category.
Et en fait, ça permet comme ça à n'importe qui finalement de dire bah tiens, je veux m'abonner par mail à telle ou telle catégorie. C'est un peu complémentaire des newsletters finalement. Hein. Après, ça peut être sympa dans ces petits widgets d'ajouter une petite vidéo de présentation, de faire voilà, une petite vidéo YouTube qu'on va pouvoir encapsuler à l'intérieur du widget, d'ajouter l'agenda, de mettre des articles mis en avant et tout ça. Donc voilà un petit peu ce qu'on a pu faire en vraiment de manière assez basique, hein. Mais là, on a un site en tout cas qui fonctionne. Il y a une veille qui est totalement automatique. C'est toute cette veille qui est dans, je crois que c'est ce dossier qu'on a mis. Hein. Donc tout le flux RSS qui est là, il se publie automatiquement grâce au plugin tiens, j'ai vraiment une mémoire. Ouais, qui s'appelle Feedsy. Grâce à lui, en fait, tous les contenus des sources à republier automatiquement vont arriver. Alors, je peux, bien évidemment, l'arrêter hein, quand je veux. Et puis, les autres, ce sont tous les contenus. Quand je vais voilà, balayer, je vais pouvoir rajouter un mot-clé envoyé vers WordPress et hop, ça s'envoie. Vous voyez, comme ça, on a une curation vraiment humaine et une curation totalement automatique pour des contenus qui peuvent vraiment marcher en totale automatisation. Après, ce qui est quand même intéressant, moi je pense, c'est que comme on a automatisé pas mal de choses, on a gagné pas mal de temps quand même, globalement. Grâce à InnoReader qui automatise la surveillance, grâce au fait qu'on envoie automatiquement les contenus. Moi, je pense que c'est quand même sympa de pas se contenter de faire de la curation parce que ça, franchement, ça va bientôt être même la curation pourra bientôt être faite par de l'intelligence artificielle. Hein. On arrive à des taux de précision qui sont déjà très importants. Moi, je pense que c'est intéressant de ne pas envoyer trop de contenu qu'on ne lit pas, en fait. Le vrai rôle du veilleur, c'est de garder peut-être 2% des contenus et d'aller lire, voilà, d'aller lire l'article. Et à partir de là, bon, ça c'est vraiment un article dont il faut voir, mais et de rédiger soit une extraction de citations, donc une extraction assez courte, mais l'idée c'est vraiment de faire gagner du temps, de faire gagner du temps à nos utilisateurs en fait. Hein. Donc là par exemple voilà, je vais me mettre, je vais mettre une petite citation, par exemple à l'intérieur de l'article. Voici, je sais pas, voici une citation. Vous voyez, je mets quelle est la source, voilà, Darwin. Et puis après, voilà, je vais pouvoir rajouter un petit paragraphe, une petite analyse, de l'article ou un résumé, hein, une analyse ou un résumé. Et puis après, je mets la source. Et puis là, je vais mettre peut-être un petit lien que j'aurais copié-collé. Hein, je ne vais pas jamais m'amuser à la saisir. Voilà, url.com. Puis après, comme je mets un petit lien, hop, voilà. Voilà. Et ça après, j'enregistre. Et puis donc là, je peux bien évidemment à tout moment, hein, ça c'est vraiment la base, décider alors de changer les dates, décider de l'épingler, décider de changer l'auteur, par exemple, de le mettre dans telle ou telle catégorie. Et là, il est dans salon, mais je peux très bien dire, tiens, il va être dans 2 endroits même. Hein. Je peux mettre parce qu'il y a des choses qui sont bien dans 2 endroits, hein, tout à fait. Je vais mettre des petits mots-clés. Je sais pas, tiens, salon, n'importe quoi. Puis après, là, l'image, elle se serait mise automatiquement en avant, mais je peux tout à fait aller chercher une image qui serait dans la bibliothèque. Il faut imaginer beaucoup plus complète que ça, parce que plus vous allez récupérer des contenus sur le web, et plus il y aura d'images. Et après, hop, je fais mettre à jour. Et voilà. Donc, c'est vrai que ça vaut vraiment le coup, moi, je pense, avec tout ce temps qu'on va gagner grâce à l'automatisation de l'outil comme InnoReader et puis de l'envoi automatique sans avoir à faire de copier-coller, comme malheureusement, c'est beaucoup pratiqué avec les newsletters. Tout ce temps qu'on gagne, il faut le mettre à profit pour aller vers l'analyse. L'analyse, ça, pour le moment, l'intelligence artificielle, elle fait pas forcément mieux que l'humain, en fait. Ça viendra peut-être, mais pour le moment, hormis extraire la phrase la plus représentative d'un rapport à partir de l'analyse des mots qui sont les plus représentatifs du rapport, là, l'intelligence artificielle, elle fait quand même pas, c'est pas encore génial. Donc il faut, je pense, proposer de l'analyse, de la curation en faisant gagner du temps aux usagers. Hein. On le voit très bien. En tout cas, moi, j'ai fait des études comme ça de statistiques de
de consultation de différents types de contenus. Les contenus qui viennent automatiquement par du robot, ils sont quand même moins consultés que les contenus qui sont l'objet d'une grosse sélection. C'est-à-dire qu'on a lu peut-être 100 articles pour en sélectionner que 2, et tous ces articles ont été lus et analysés. On a extrait voilà, la citation qui va bien. Là, ce sont des articles qui sont beaucoup plus lus. Et quand on fait même des contenus originaux, c'est-à-dire quand on produit directement, je sais pas, un compte-rendu, par exemple, d'une visite dans un salon ou un compte-rendu de réunion, là, ce sont des contenus qui ont naturellement beaucoup plus